Et si l'avenir des entreprises se jouait dans ce qu'elles ont de plus vivant? Moi, c'est Johan Darkest, et dans Capital Humain 3.0, je vous embarque pour une nouvelle ère où le potentiel humain devient le moteur de la transformation. Des idées concrètes, des voix inspirantes, des clés pour attirer, développer et fidéliser autrement. Parce qu'au cœur de la performance durable, il y a vous, moi, nous. Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast où le cœur et le cerveau battent à l'unisson. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore comment remettre l'humain pleinement, consciemment au cœur des organisations. Je suis Johan Darkest, responsable QVCT, consultant formateur, explorateur du vivant, et aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un sujet qui intrigue, qui questionne et qui commence à faire sa place dans les cercles d'innovation RH. Je nomme le design humain appliqué à l'entreprise. Mais attention, ici, pas de mysticisme. On parle d'un outil puissant d'analyse de nos modes de fonctionnement au croisement des sciences du comportement, de la neurodiversité et de la dynamique d'équipe. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment le design humain peut-il devenir un levier de performance et de bien-être dans nos environnements de travail? C'est ce que nous allons explorer ensemble tout de suite. Alors, pour commencer, la question qu'on peut se poser, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de design humain? Alors, le design humain, c'est un système de connaissance de soi qui a été développé à peu près dans les années 80 et qui combine plusieurs traditions. Alors, ce sont des traditions anciennes comme l'astrologie, le yiking, les chakras, la kabbale, avec des données scientifiques qui s'appuient sur les neutrinos, l'épigénétique, la biologie cellulaire et la physique quantique. Le cœur du modèle repose sur l'idée suivante, c'est que chacun d'entre nous a une empreinte énergétique unique au moment de sa naissance, un peu comme une carte de fonctionnement intérieur. Et cette carte, on l'appelle bodygraph. Et dans ce bodygraph, on met en évidence 3 points clés. Notre manière de prendre des décisions, notre mode d'interaction avec le monde, et puis notre contribution naturelle à un effectif. Alors, ça ce sont des grands termes, mais concrètement, si on traduit ça dans un langage plus RH. Alors, c'est un outil qui, bien utilisé, il permet de comprendre, je dirais, nos forces naturelles, nos modes d'attention, notre leadership, notre style de leadership, et puis notre rapport au stress, nos rythmes de travail, ou encore notre manière de collaborer. Alors, un parallèle qui peut être fait avec des outils qui sont plus classiques connus par les DRH, comme le MBTI, il y a le ProcessCom aussi, ou alors le profil DISC. Ça, c'est quelque chose de classique dans les RH. Mais voilà, c'est le design humain fait un peu un syncrétisme de ces outils. Mais par contre, il va plus loin en croisant plusieurs niveaux d'information. Et notamment tout ce qui relève de l'inconscient et du conscient, de l'inné et de l'acquis, de l'énergétique et du comportemental. Voilà, ça ce sont des notions qui sont plus fines abordées par le design humain. Alors, moi pour avoir été formé au design humain il y a très longtemps, ça prend du temps, il faut 1 an de formation. Il y a plusieurs niveaux de subtilité, de complexité. Je vais pas rentrer ici je vais pas vous faire un cours en 5 minutes. Juste pour vous donner des éléments qui sont assez connus pour ceux qui étudient le design humain et qui peuvent être utiles en entreprise. C'est les 5 types. Vous verrez les 5 types de profils énergétiques. Alors comment les reconnaître en entreprise? Alors le design humain, on va dire qu'il distingue 5 grands types énergétiques. Alors pour le comprendre dans le monde du travail, un des premiers types, c'est les manifesteurs, qui représentent 9% de la population. De la population globale, en tout cas de l'échantillonnage qui a été fait de tous ceux qu'ils ont testés.
Ce sont des initiateurs. Ils impulsent, ils ouvrent des portes, ils créent une dynamique. Ça, ils ont une énergie calibrée pour ça. Et en entreprise, on les retrouve souvent dans des rôles de pionniers, d'innovateurs, de CEO visionnaires. Ils ont besoin d'autonomie, de liberté d'action. Alors, un petit cas concret, on va prendre Claire, qui est directrice innovation dans une PME de la tech, qui ne supporte pas la microgestion. Mais une fois qu'elle a compris qu'elle était manifesteur en design humain, elle a négocié une autonomie stratégique dans son poste et a pu lancer un produit phare qui a fait bondir le chiffre d'affaires. Voilà un exemple de repositionnement et ce que peut apporter le design humain. Autre type, le générateur. Alors les générateurs, ils représentent 35% de la population et il y a un autre type associé qui sont les manifesteurs générateurs, 33% de population. Alors eux, ce sont les bâtisseurs. C'est eux qui ont une énergie soutenable pour vraiment amener de la ressource, de l'énergie pour concrétiser des projets. Et leur moteur, principalement, c'est l'enthousiasme et l'engagement profond. Alors en entreprise, ce sont souvent les piliers des équipes opérationnelles, ceux qui sont main dans le cambouis, qui agissent fortement en termes d'action, j'entends, parce qu'on peut agir fortement en termes de pilotage, de stratégie, etc. Mais je veux dire dans les mises à l'œuvre. Les gestionnaires de projets efficaces, mais tout ça, c'est à condition qu'ils fassent uniquement ce qu'ils aiment. Donc un générateur qui est calé sur vraiment ce qu'il aime faire, etc., c'est de la dynamite. Ça, il a une énergie illimitée, enfin, entre guillemets, c'est symbolique, mais très efficace sur une action qui est calée avec ses valeurs, ses aspirations, son sens, etc. Donc à l'inverse, quand il n'est pas employé dans ce qu'il aime faire, il génère beaucoup de frustration et a du mal à se déployer. Donc un cas concret, David, un manager logistique, alors justement qui peut être un générateur frustré, c'est-à-dire qui n'est pas employé à faire ce qu'il aime, était démotivé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on redéfinit ses missions autour de ses zones de plaisir, et résultat, moins d'absentéisme et plus de productivité dans son service. Alors vous me direz, ça peut être valable pour tout le monde en fait ça. Mais quand on creuse, on se rend compte que chacun a des drivers plus ou moins prononcés et que les profils des générateurs, c'est beaucoup plus marqué que les autres profils. Les projecteurs, qui représentent 20% de la population, donc eux, on dit que ce sont des profils d'éclaireurs. C'est ceux qui perçoivent les autres et aussi les systèmes avec finesse. Donc en entreprise, ça peut être des excellents coachs, des managers, des consultants internes. Ils peuvent occuper ces types de fonctions, mais ils ne sont pas faits pour produire en continu. Leur valeur principale pour eux, c'est plutôt dans la guidance. Donc un cas concret, par exemple Sophie, qui est projecteur, directrice RH, elle a repensé les parcours talents d'une ETI. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis l'accent sur les écoutes individuelles. Et donc le turnover, il a réduit de X% en un an. Voilà un exemple de cas concret. Dernière catégorie, les réflecteurs représentent 1% de la population. Ils sont très rares. Et eux, on les appelle les miroirs de la société. Ils sont ultra sensibles aux environnements, ils reflètent l'état de l'organisation. Souvent, ce sont des gens qui peuvent avoir une âme d'artiste, par exemple. En entreprise, ils sont précieux dans les fonctions de feedback, d'analyse, ou dans des contextes de transition, pour détecter les signaux faibles, ce qui est sous-jacent, sentir les transformations, les choses subtiles à l'œuvre. Donc un cas concret, par exemple Thomas, qui est réflecteur dans une collectivité territoriale,
Il a permis d'identifier les signaux faibles de souffrance au travail avec un plan social. Et donc il a été repositionné ensuite comme référent QVCT. Voilà quelques cas concrets d'application du design humain pour un élément. Les types, c'est peut-être 5%, 10% de design humain. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont aussi très passionnantes, qui rentrent dans une analyse fine. Bien évidemment, et c'est ça qui est intéressant dans le design humain, quand on rentre dans la profondeur d'un bodygraph sur quelqu'un, sur une personne, c'est un ensemble, une combinaison de ces types et d'autres choses, avec des drivers principaux, des drivers secondaires, ce qui permet de traduire la complexité et la subtilité d'une personnalité. Voilà. Et des modes d'interaction avec d'autres collaborateurs, avec un écosystème, un environnement, etc. Donc c'est super intéressant. Alors, les ponts avec, je voulais aborder des ponts avec la science, à quoi ça fait résonance. Donc ce que nous apprend la science contemporaine, c'est que il y a 3 notions, par exemple, c'est la neurodiversité, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous la même manière de penser, de sentir, de décider. Il y a une autre notion, c'est la neuroplasticité, c'est que notre cerveau s'adapte en permanence, mais dans certaines limites. Et les leviers de peur sont là justement pour nous faire sentir la limite, et on peut accompagner les individus à dépasser ces limites pour recréer d'autres arborescences dans le cerveau. Les biorhythmes et la chronobiologie. Donc nous avons des rythmes internes différents. Donc voilà. Et un autre élément aussi auquel je pensais pas, qui me vient ici maintenant, c'est la biodynamique collective. C'est-à-dire que chaque personne influence énergétiquement et je dirais comportementalement son environnement. Voilà. L'entreprise, c'est un jeu de synergie subtile, d'influence, de réception, de comportement, de mots, d'émotions, d'énergie, bien évidemment. Et ça crée une symphonie. Et ce qui est intéressant, c'est que des outils comme le design humain, on peut arriver à avoir des clés de lecture pour comprendre cette symphonie, cette subtilité, et ce qui est sous-jacent en fait dans la systémique des individus, des organisations. Donc le design humain, il permet donc une lecture fine des différences naturelles, en cohérence avec ses apports. Alors, la précaution à prendre à la limite, c'est de pas coller des étiquettes, mais c'est de mettre en lumière les zones d'excellence et d'efficience naturelle de chaque individu et des collectifs. Et on peut arriver à construire des synergies d'équipe et identifier des synergies, les dissonances sur des aspects comportementaux dans les soft skills, mais aussi dans les énergies, et c'est important. Qui n'a pas entendu dans les entreprises celui-là il me parle pas, mais je le sens pas, ou au contraire. Cette personne, en fait, je suis attiré, j'ai envie de travailler, collaborer, je sens qu'il y a une résonance. Sans que les personnes aient parlé, mais par rapport à des attraits. Et en fait, c'est ça qui se joue. Nous ne sommes pas que des êtres physiques incarnés. D'ailleurs, si on rentre dans la physique quantique, on se rend compte que tout est énergie finalement. Que derrière la matière, il y a au plus profond dans les dimensions atomiques, il y a des brins d'énergie en mouvement, en fait, qui sont en déconstruction, en construction en permanence. Et donc, c'est ce qui se passe sur le plan subtil. Et aujourd'hui, à la lecture de différents outils évolués, qui datent d'il y a très longtemps, de traditions ancestrales, mais qui ont été modernisées et mieux connues à travers de cette science unifiée qu'on connaît aujourd'hui, eh bien on arrive à avoir des choses un peu plus subtiles. Et ça, c'est une clé déterminante aujourd'hui pour arriver à avoir des actions précises dans les entreprises et toucher à la cause profonde, en fait. On est encore trop sur des approches qui sont sur du conscient, sur de la surface. Et là, on rentre dans une ère où on va rentrer dans l'inconscient, dans le sous la surface, justement, pour créer un lien entre les deux et être beaucoup plus efficace dans la gestion des relations humaines et faire émerger les capitales humains et les potentiels humains. Alors,
je voulais aussi amener quelques éléments sur des applications concrètes en entreprise, moi que j'ai pu identifier dans mes parcours. Alors soit moi aussi avec des échanges avec d'autres praticiens RH qui utilisent le design humain. Alors ça se fait pas beaucoup, très peu en Occident, un petit peu je sais en Suisse, pour avoir des contacts en Suisse, en Belgique c'est de plus en plus utilisé, en Grande-Bretagne aussi, un peu en Espagne et à ma connaissance c'est peut-être d'autres pays, et beaucoup au Québec et surtout aux États-Unis. Voilà. Alors c'est utilisé dans le recrutement et le onboarding. Alors pour identifier des profils naturels au-delà du CV, et aussi ça peut être utilisé pour adapter le rythme et le type d'intégration. Par exemple, un projecteur, il aura besoin de plus de temps de récupération, par exemple. Autre point sur le management individualisé, c'est-à-dire ajuster les modes de communication, les prises de décision et de pilotage, et créer des binômes complémentaires. Voilà, ça c'est très utilisé pour ça. Un cas par exemple, c'est une DRH qui utilise les profils de Human Design pour réorganiser une équipe dirigeante, pour obtenir une meilleure cohésion et un climat social en forte amélioration. Autre point, la prévention de l'épuisement, donc repérer les profils à énergie fluctuante, qui sont peut-être plus sensibles et poreux à justement de l'épuisement professionnel. Et répartir les responsabilités plus équitablement, par exemple. Ça peut jouer dans ce rôle-là. Ça peut rentrer dans le coaching de leadership aussi, donc comprendre son style de leadership naturel à travers les types qu'on a évoqués tout à l'heure, les 5 types, et lever les conditionnements qu'on peut avoir, comme par exemple je dois être extraverti pour diriger. Alors, ce que ça change, donc intégrer le design humain, ce n'est pas remplacer les outils RH classiques. C'est complémentaire. Si on introduit une dimension de plus, une dimension de nuance, de permission et d'alignement, et ça permet de mieux comprendre les conflits latents, d'arrêter de forcer les profils dans dans des modules logiques inadaptés. Ça permet d'activer aussi l'engagement, par exemple là où c'est fluide et naturel, et ça permet d'honorer les singularités sans sans entre guillemets les pathologiser. Je sais pas si ça existe, mais voilà, c'est l'idée. Alors en conclusion de cet épisode, je dirais qu'on va vers un capital humain régénéré, c'est-à-dire que le monde du travail change. Il appelle à plus de conscience, d'écoute, d'ajustement fin. Le design humain, je dirais, c'est pas une baguette magique et c'est plus un levier de connaissance subtile de soi et aussi de collaboration, on va dire, plus intelligente. Donc, et si on arrêtait de recruter des clones ou de manager des robots pour enfin accueillir la richesse de nos différences? C'est ça la question centrale que le design humain permet de mettre en évidence. Et je la pose ici en ouverture, en conclusion ouverture, pour amener ça. On a tendance à trop recruter des formats, des cases. Et le design humain, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir à d'autres potentiels dans le recrutement. Donc, entre autres, dans la gestion des équipes aussi, dans la création de synergies interrelationnelles entre les collaborateurs, de désamorcer des conflits, voilà, ça a plein d'utilités et ça rejoint plein d'autres outils complémentaires qui sont déjà utilisés par les RH. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Alors, si cet épisode il vous a parlé, n'hésitez pas à le partager, à noter le podcast ou à m'écrire pour prolonger l'échange et aller un petit peu plus loin. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager cet épisode avec vous. Je vous dis à très bientôt dans Capital Humain 3.0
Prenez soin de vous et honorez votre design. Merci d'avoir embarqué avec moi dans Capital Humain 3.0. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. On se retrouve très vite pour explorer ensemble d'autres façons de remettre le potentiel humain au cœur de la transformation. À très bientôt et d'ici là, faites battre le cœur de vos organisations.